soit partie, hein. Non, Non, il y a Richard, tiens. Attends sur 4, première. Je ne bouge pas. Alors. Je l'avais serré ou pas? Parce que là, je peux pas aller plus dans la lumière. Non, je sais. Non. Non, descends vraiment. 8 sur 2, deuxième. Là? Non, mais c'est pas grave, on va essayer. Fumer derrière, c'est une très bonne idée. Hein. Mais la fumée au sol risque de te gêner dans ton cadre, c'est-à-dire tu... Flo, il y en a besoin là? Ouais. Georges, est-ce que vous pouvez guider le rythme? Sabrina, c'est quand tu veux. Je me mets au sol là. Hein. Ouais. Cher Georges, je te remercie pour être encore ici pour la dernière fois. J'espère que pour prochainement l'année suivante, d'avoir l'occasion de nous rencontrer encore pour que je te trouve très proche de mon âme. Tu travailles comme toi-même. Et je sens ça. Et pour ça, je trouve que tu as fondé une école, l'école de référentiel de naissance, plus de 10 000 étudiants. Et je te remercie pour ton capacité de trouver le sens, le symbole vivant, et comme ça de mieux vivre ce que nous sommes. Et en plus, je te remercie pour Mélanie Lablanche. Tu as présenté à Cannes ton film. Et aujourd'hui, cinéma, tarot et mythologie. Et je te propose de commencer par le personnage principal du Games of Thrones. Quel est le personnage principal? Bon, merci Mathéi de me recevoir à nouveau dans ton émission. Hein, c'est toujours un grand bonheur de te rencontrer. Tu dis que j'ai trouvé le sens. Je ne sais pas si j'ai trouvé le sens, mais en tout cas je le cherche. C'est ce qui anime ma vie depuis très très longtemps, depuis peut-être l'âge de 7 ans. Je cherche le sens. Et bon, voilà, donc le personnage principal de Game of Thrones, c'est très intéressant parce qu'il n'y en a pas. C'est une des originalités d'ailleurs de cette série. Vous savez, c'est peut-être une des séries les plus téléchargées au monde. C'est vraiment dans l'histoire de la série TV, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un gigante de la télévision. Ah oui, en fait. tout à fait. Et alors, bon, moi j'ai beaucoup revu, j'ai lu les livres, j'ai regardé plusieurs fois la série, j'ai été un peu addict, comme je ne suis pas le seul. Et ce que j'ai observé, c'est que finalement, il y a un personnage principal dans cette série et dans ce roman, c'est le mur. Le mur. Le fameux mur qui sépare le sud du nord. Voilà. Et je me suis intéressé à développer toute cette symbolique du mur à travers ma recherche, à travers des conférences que je donne, à travers un livre que je suis en train de préparer. Notre vie est le mur. La limite, peut-être qu'il y a toute une philosophie, une ontologie, une axiologie qui cherche de trouver le visage du mur, d'un mur. C'est ça. Et oui, en fait, ce mur,
il a plusieurs fonctions. D'ailleurs, dans la série elle-même, le mur a aussi bien une fonction, je dirais, de science politique qu'une fonction psychanalytique. Parce que ce mur, il a été érigé il y a, je ne sais pas, peut-être 8000 ans, d'après ce que disent les auteurs de la série, pour protéger le continent de Westeros, de le protéger contre les sauvages qui vivent de l'autre côté du mur. Mais les sauvages, c'est nous qui les appelons les sauvages. Quand eux-mêmes se désignent, les sauvageons, on les appelle, quand eux-mêmes se nomment, ils ne se nomment pas les sauvageons, bien évidemment, ils se nomment le peuple libre. Donc c'est plutôt un mur qui est là pour refouler l'aspiration à la liberté. Et donc ce peuple qui a besoin de traverser le mur et que le mur rejette au-delà des mondes, ben, ce peuple est lui-même poursuivi par d'autres peuples encore plus archaïques, qui s'appellent dans la série les marcheurs blancs, White Walkers, mais qu'on appelle aussi les autres. Et c'est intéressant de dire les autres, parce que derrière le mur, il y a les autres. Et le mur, en général, change la représentation que l'on a des autres. Pour le dire vite, il y a actuellement à peu près 55 murs sur la Terre. Avant le 11 septembre 2001, il y en avait une vingtaine. En 15 ans, il s'est érigé des murs un petit peu partout, soit des murs pour se protéger, pour limiter les hostilités avec des peuples avec lesquels on est en guerre, soit des murs pour empêcher les migrations, pour empêcher les migrants. Les migrants, donc les autres, ceux qui sont au-delà du mur et qu'on retrouve bien dans cette série Game of Thrones, et qui eux-mêmes sont pourchassés par des êtres encore plus archaïques, encore plus fantasmatiques. Mais ces êtres plus archaïques et plus fantasmatiques, que sont les marcheurs blancs dans la série Game of Thrones, ont eux-mêmes été créés par les enfants de la forêt, qui sont encore plus archaïques. Alors il y a plusieurs niveaux d'archaïsme, et plus on va dans l'ancestral, et plus on rencontre le pouvoir. Mais au sujet de la croissance du numéro de murs dans notre planète, comment peut-on penser ça dans une clé analytique? Alors, nous avons besoin en plus de structure, du clivage dans les dernières années au niveau planétaire. Alors, il y a deux sortes de murs. Il y a les murs de pierre et de briques que l'on érige autour de nous pour nous protéger ou pour nous séparer des uns des autres, mais il y a aussi les murs intérieurs. Et du point de vue psychanalytique, c'est très intéressant parce que on a ce que l'on appelle tous les mécanismes de refoulement qui rejettent. Alors si je reprends encore la métaphore de ce film, qui rejettent les aspirations à la liberté et les instincts archaïques. Donc ces murs aussi, on les a intégrés en nous pour une sorte d'enfermement qui fait que, à force de construire des murs, nous avons fini nous-mêmes par nous enfermer dans notre propre mur. Et je crois que là, le lien entre la science politique et la psychanalyse, il est possible à faire. Comme des miroirs, en fait. Plus enfermés en nous-mêmes, plus incapables de regarder dans notre être archaïque. Oui, et puis de regarder l'autre. De regarder l'autre tout simplement, quoi. Non pas en fonction de nos peurs, de nos croyances et de nos fantasmes, mais à travers un mur qui serait transparent, un mur de lumière qui nous permettrait de percevoir la réalité de l'autre, si on veut bien se mettre à son écoute, si on veut bien... Alors on est bien dans la cure analytique, car qu'est-ce qu'il se passe dans la cure analytique ? Vous qui êtes psychanalyste, vous le savez bien, c'est le quotidien de la psychanalyse, c'est d'ouvrir une porte dans le mur pour que tout ce qui a été refoulé puisse venir à la parole, puisse venir s'exprimer.
et ne soit pas en permanence dans ce mécanisme de refoulement. La parole d'ouvrir des fenêtres n'est pas facile. Les murs sont très durs en fait, résistants à notre intention consciente. On disait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des affiches sur les murs de Paris. Et sur ces affiches qui avaient été publiées par la Résistance, était écrit « Les murs ont des oreilles ». Les murs ont des oreilles. Oui, l'idée c'était « Attention, Oui. on vous écoute ». Oui. Tout le monde vous écoute. Alors faites attention à ce que vous dites. Et moi j'ai pensé, aujourd'hui ça a bien changé, aujourd'hui c'est les oreilles qui ont des murs. C'est-à-dire qu'à travers tous ces mécanismes de peur et de refoulement, on n'entend plus, quoi, et on n'entend plus l'essentiel de ce qui s'exprime autour de nous. Si j'entends les voix des voisines qui se trouvent au-delà des murs, alors c'est très intéressant parce que ce sont les miroirs des voix intérieures, refoulées peut-être, les visages des voisines, l'hostilité, la haine et aussi l'être très proche de nous, l'ennemi de nous-mêmes. Ah ben, c'est ce que Lévi-Strauss disait dans son livre qui s'appelle « Le regard éloigné », où il disait « Nous avons autant d'intérêt à aller découvrir les civilisations les plus lointaines qui vivent à des dizaines de milliers de kilomètres de chez nous, mais aussi de s'intéresser juste à notre voisin de palier. Hein. Et on ne peut pas renoncer à l'un pour l'autre. Voilà. Alors, Mélanie Lablanche. Alors Mélanie Lablanche, d'abord, c'est un jeu de mots, parce que Mélanie, ça veut dire noir. Hein, ça vient du grec mélanos, qu'on retrouve dans Mélancolie. Et Mélanie Lablanche, c'est un personnage qui vit enfermé dans son mur. Ton côté linguistique est extraordinaire. Ah oui, oui, oui. Extraordinaire. C'est ça la recherche du sens. Voilà. C'est le langage aussi, Oui, et surtout. oui, Hein. oui. Et moi, je me souviens, si je peux, petite anecdote personnelle, Je t'en prie. quand j'avais l'âge de 7 ans, j'entendais parler du latin. Et les gens me parlaient du latin autour de moi, et moi je me dis, mais c'est quoi le latin? Et puis quelqu'un me dit, tu sais, grâce au latin, tu peux savoir pourquoi un arbre, ça s'appelle un arbre. Alors là, ça a été pour moi un bouleversement. On pouvait savoir pourquoi une chose s'appelait comme elle s'appelait. Ça a été déterminant de toute ma vie. J'ai décidé à l'âge de 7 ans que je ferais du latin et que je consacrerai toute ma vie à rechercher le sens des choses. Je m'en rends compte aujourd'hui. À l'époque, je n'avais pas, bien sûr, posé cette intention avec autant de clarté. Mais c'était vraiment cette recherche de l'origine et de ce qui est porté comme mémoire à travers aussi les noms que l'on porte. Hein. Oui, hier soir, tu as eu une conférence à l'Université de Spiro-Haret et remarquable. Tu as exploré le sens de quelques mots. Par exemple, hymen. La papesse, le voile. S'il te plaît, le sens de... Ah, hymen, ah oui, Hymen. oui, le mot grec hymen, oui. qui signifie le voile. Et dans le tarot, la papesse porte un voile, c'est le voile qui sépare le sacré du profane, le vivant, de ce qui est vivant, de ce qui est mort. Et donc, l'accès à la connaissance passe par le voile. Et donc, c'est l'idée de dire que finalement, l'accès à la connaissance nécessite une renaissance. Hein, de revenir au monde. J'ai trouvé intéressant l'idée que le voile de la connaissance, eh bien, en grec ancien, ça se disait hymen, ça ne s'invente pas, quoi. Hein. Remarquable connexion et association. Alors, Mélanie Lablanche. Oui, donc... Noir et blanc. Noir et blanche en même temps, hein, bon, comme beaucoup d'entre nous, et qui est enfermée, elle, dans son mur un petit peu autistique. Hein, elle vit dans ses livres, elle vit avec des petites souris. Elle n'a pas accès à l'être réellement, elle n'a même pas accès au monde extérieur. Et un jour, à l'occasion d'un événement particulier, elle descend à l'intérieur d'une grotte, très profondément. Nous avons fait ce film
à 70 mètres de profondeur dans une grotte du sud de la France. Et là, au moment où elle se retrouve à descendre dans cette grotte, au départ, elle pensait peut-être se suicider, mais en réalité, elle va trouver la vie. Parce qu'au même moment, son autre partie d'elle-même, sa part d'ombre, on dirait, en analyse, qui est au fond de la grotte depuis des milliers d'années, essaye de sortir pour trouver la lumière. Et donc, on a ce personnage de Mélanie qui cherche à rencontrer l'ombre, le personnage d'Eurydice, qui est son double, qui cherche à sortir de l'ombre pour rencontrer la lumière, et les deux personnages vont se rencontrer, il va y avoir une fusion amoureuse entre toutes les deux, interprétée par la même comédienne, bien sûr. Donc voilà. Et c'est un petit peu ça, finalement, l'idée, c'est sortir du mur pour rencontrer l'autre, oui, mais sortir du mur pour se rencontrer soi-même. C'est tout le thème de ce petit film. Oui, la cave, tout ce que se trouve en bas. Voilà. Le deuxième archétype, oui, très intéressant. Et en plus, tu as nommé l'Eurydice, Eurydice et Orfeo. Oui. Très intéressant. Pourquoi Eurydice est perdue? Parce qu'Orfeo a regardé. Oui. Tu peux. Eurydice est morte, donc elle est tombée dans les enfers, et le dieu des enfers voulait la garder avec lui, le dieu Hadès, et Orphée, qui lui restait sur terre. Orphée, c'était le musicien absolu, celui qui séduisait même les animaux quand il jouait de la lyre. Et Orphée décide de descendre en enfer pour aller chercher son épouse Eurydice. Et bien sûr, comme on le dit dans le Game of Thrones, ce qui est mort ne peut pas mourir. Et donc, il descend, il rencontre le dieu des enfers, il arrive à le séduire avec sa lyre, et le dieu des enfers l'autorise à remonter au vivant avec Eurydice, mais à condition que pendant tout le voyage qui va du monde des enfers jusqu'au monde terrestre, il passe le premier, et à aucun moment il ne se retourne pour la regarder. Cette condition. Oui, à cette condition. Le noyau du mythe, peut-être. Oui, c'est absolument. Pour moi, ça correspond à quelque chose que nous étudions en sciences physiques, qui s'appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui montre que lorsque nous observons... nous changeons la réalité. Nous changeons la réalité. L'objet observé. Et que l'objet n'existe que si on ne l'observe pas. Et donc, Orphée monte des enfers, il va sortir de cette grotte, voilà, un peu comme dans la métaphore de mon film. Et bien sûr, il est très, très excité, il a envie de se retourner, de prendre sa bien-aimée dans les bras, de la serrer contre lui, mais il ne peut pas, il doit renoncer à tout ça. Et donc, voilà. Et lorsqu'il est sorti de l'enfer, il arrive sur la terre, il sent derrière lui que Eurydice est là, alors il attend qu'elle sorte complètement de ce trou, de ce gouffre, et lorsqu'elle sort du trou, il se retourne pour la prendre dans ses bras, mais malheureusement, il y avait encore un petit peu de l'ombre d'Eurydice qui était mangée par les enfers, et Eurydice disparaît à tout jamais. Wow. Oui, remarquable. Alors, tu ne peux pas regarder la mort ou ce qui doit rester invisible au-delà de notre capacité. Quelle est la condition, en fait, traduite dans le terme psychologique? Bien, la condition, c'est que Orphée, il est quand même allé dans le royaume des morts, et il en est sorti. Donc, mort et renaissance. Donc, on est en plein dans une symbolique d'initiation. C'est la véritable symbolique de l'initiation. Et cette symbolique de l'initiation, on la retrouve dans beaucoup, beaucoup de films qui utilisent ces archétypes fondamentaux. Voilà. Tu parlais du George Lucas, du Bien sûr. Star Wars. Star Wars. Et que George Lucas a étudié Joseph Campbell. Oui, oui, et, oui. Tout ce travail sur le rond. Je crois qu'il y avait même des correspondances, je ne suis pas sûr, mais il me semble bien qu'il y avait des correspondances entre Joe Campbell et George Lucas. Et aussi Matrix, la série, c'est très riche de symboles. Matrix, Le Seigneur des Anneaux, Inception, le film, un film sur les rêves, qui a été réalisé avec les conseillers de l'université de Harvard, qui sont spécialistes du rêve.
Et il y a dans ce film Inception ce fameux archétype du trou, donc on revient du vide, hein, puisque le personnage visite les rêves, mais il faut qu'il puisse sortir du rêve. Et pour sortir du rêve, avant de rentrer dans le rêve, ils doivent préparer une situation dans laquelle ils vont tomber dans un trou. Et c'est parce qu'ils tombent dans le trou qu'ils peuvent alors se réveiller. Il y a comme ça beaucoup de niveaux du rêve dans ce film étonnant, quoi. Et c'est là l'idée du trou comme un archétype, tel qu'on peut le voir à travers la chute, avec le thème de la chute, même dans le christianisme, c'est très important. La chute de Lucifer, la chute aussi, la chute dans Game of Thrones, puisque c'est le film sur lequel je travaille en ce moment. Tout commence par une chute, la chute de ce petit garçon qui tombe de la tour. Et c'est le point de départ de toute l'épopée. Hein, donc la chute, le sentiment que l'on a nous-mêmes quand on dort de tomber, tomber à l'intérieur de nous-mêmes, ce sont des vieilles mémoires archaïques, archétypiques. Et un philosophe français, Gilbert Durand, hein, qui a écrit Structure anthropologique de l'imaginaire, explique que les archétypes fondamentaux, bon, en gros, hein, pour le dire vite, sont nés avec le schéma corporel, avec les mémoires corporelles. Fondament physique, un petit peu somatique de l'archétype. Durand, remarquable. Tu vas écrire un livre sur Game of Thrones, en première planétaire. Oui, oui, oui. 2 mots sur ton... Alors, il y a déjà eu des ouvrages. Hein. Il y a eu un livre de sciences politiques sur Game of Thrones. Il y a eu un livre de philosophie aussi sur Game of Thrones, où l'auteur explique qu'elle regarde la série avec, à côté d'elle, il y a Kant, et puis de l'autre côté, il y a par exemple Sartre, et ils regardent le film ensemble, et puis après, ils discutent. Et chacun, selon ses présupposé philosophique ou sa morale, va faire un commentaire. Donc il y a un aspect... Il y a aussi une dimension... Il y a aussi un livre écrit en anglais, je n'ai pas lu encore, sur Game of Thrones et les différentes typologies psychologiques et psychopathologiques, parce qu'il y a pas mal de psychopathologies hein, dans la série. Hein. Les méchants sont très bien réussis. Et donc, moi, le livre sur lequel je travaille, c'est la présence des symboles universels, des archétypes à l'intérieur de la série. Remarquable. Et ça, c'est la première mondiale. Les archétypes. Carl Gustav Jung, son génie. Et tout ça à partir de la question du sens. Oui. Parce que vous auriez imaginé, Mattei, que Carl Gustav Jung regarde Game of Thrones et les commentaires qu'il aurait pu en faire, ce serait intéressant. Un bon atelier pour une école, pour un cours de psychanalyse à l'université, ou même pour un cours de cinéma, à l'école de cinéma. Hein. Parce que au niveau cinématographique, c'est quand même assez solide hein, comme réalisation. Encore le sens. Maintenant, nous reste 2 minutes pour cette reprise. En 2 minutes, le sens de ton existence, Georges, maintenant. 2 minutes 2 minutes. 5 secondes. Le sens en 5 secondes, première planétaire. Chercher le sens. Le sens, c'est de chercher le sens. C'est pas de trouver le sens. Non. Enfin, le trouver, oui, on peut le trouver, mais une fois qu'on l'a trouvé, voilà, il se renouvelle. Il se renouvelle. Donc, le sens n'est pas un mur. Le phénix qui toujours se renouvelle. Oui, mais le sens n'est pas un mur. Une fois que tu as trouvé le sens, d'autres idéaux peuvent apparaître, d'autres dynamiques, d'autres motivations pour aller encore plus loin, mieux comprendre, aimer davantage. Trouver plus de joie, etc. Ça fait partie aussi de cette quête. Le sens, ça veut dire, n'est pas comme une photo. C'est un processus. C'est un processus, exactement. Notre vie est un processus. Nous n'avons pas des horizons qui se ferment. Toujours en marche. Comme ça, toujours les demandes, pas les réponses. Mais en même temps, chaque fois que l'on rencontre ce mur, le mur du sens,
on recherche le sens du mur, mais une fois qu'on a trouvé le mur, eh bien, on intègre ce mur et il disparaît. Et alors on peut aller plus loin, vers l'ailleurs, vers l'au-delà, vers l'inconscient, vers les archétypes, vers cet ailleurs dont parle Rimbaud, dont parlent aussi les surréalistes. Enfin, la vraie vie est ailleurs. Hein. Georges, qu'est-ce que veut dire la vérité? Quelqu'un a dit la vérité se trouve au-delà du représentable. Alors se trouve dans un état unifié qui touche à l'unité du psyché-soma. C'est très difficile de dire, mais quand même, la vérité n'a pas de relation avec le diable, ce qui est parti. Divisé. Divisé. Qu'est-ce que tu dis de cette association? C'est une thèse philosophique. Il y a deux thèses philosophiques dans l'histoire de la philosophie. Hein. Soit il y a une vérité et nous cheminons vers cette vérité et puis nous la trouverons peut-être après la mort, dans le christianisme par exemple. Puis Seulement après la mort. Voilà, et puis vous avez une pensée, la pensée platonicienne aussi. Hein. Vous avez la pensée plutôt nietzschéenne, Nietzsche, hein, qui dit cette très belle phrase: l'homme qui s'approche de la vérité ne marche plus, il danse. Il danse. Ce qui fait que c'est pas quelque chose qu'on va attraper, la vérité. C'est un état dans lequel on va se trouver à un moment donné de mouvement infini et éternel. Pas le Sisyphe qui marche, mais le Shiva qui danse. Qui danse. Voilà, tout à fait. Et donc, bon, moi, je ne suis pas un chercheur de vérité. Comme on l'a vu, je suis un chercheur de sens. Et l'idée de vérité, c'est une idée métaphysique, un peu comme la liberté. Je ne sais pas trop ce que c'est la liberté. Je peux sentir que je suis libre. Je peux sentir qu'il y a une vérité dans les choses. Mais ça ne veut pas dire que j'ai découvert la liberté ou que j'ai comme le maths. Que j'ai découvert. Le maths est libre. Voilà. Oui. Le maths, c'est d'ailleurs c'est un personnage que j'aime bien. C'est celui qui traverse les murailles, qui traverse les murs, justement. Hein, c'est le clandestin. C'est Et le chien qui se trouve dans le... le chien, ça peut être à la fois le chien qui le chasse, parce qu'on n'aime pas les gens libres. Hein, les peuples libres, on les appelle les sauvageons. Hein. Donc ça peut être aussi bien le chien qu'on jette, qu'on lance aux trousses de celui qui est différent. Ou alors ça peut aussi symboliser, dans le tarot, on donne parfois cette explication, tous les instincts archaïques qui nous empêchent d'avancer. Tout ce qui peut correspondre à nos vieilles habitudes et autres. Il y a les deux. Il y a la toujours... résistance en psychanalyse, voilà. Oui, la compulsion à la répétition, voilà. En fait la pulsion de mort. Exactement, hein, la pulsion de mort et aussi la pulsion d'amour et la pulsion de vie qui va avec, hein, bien sûr. Le maths n'a pas grand-chose. Non, il a l'essentiel, juste l'essentiel. Qu'est-ce qu'il porte dans son baluchon? J'en sais rien. On peut demander à chacun, je ne sais pas, si vous deviez partir sur une île déserte, qu'est-ce que vous emporteriez dans votre baluchon? C'est difficile à dire. Si tu veux choisir justement 3 objets, par exemple. Si moi je devais choisir 3 objets? Oui. Bien, je me choisirais moi déjà. Voilà. Génial. Donc ça ne serait pas un objet, ça serait un sujet. Puis je choisirais mes enfants, voilà, comme un seul objet que je mettrais dans mon sac. Les pauvres, non, je ne vais pas leur faire ça. Je ne vais pas les amener sur une île déserte. Non, ils m'en voudront trop. L'ambivalence. Non. Mouvement ambivalent. Je crois que j'emporterai qu'un objet. Je m'emporterai moi-même. Voilà. Toi-même. Une question, bon... Oui. Malheureusement, nous avons besoin de 10 000 objets dans notre vie pour avoir la sensation que nous sommes. Nous sommes quelque chose. Le vide est
le besoin de posséder des objets extérieurs. C'est ça, le besoin de remplir le vide. Et peut-être que l'objet ultime, c'est l'ouverture, quoi. L'ouverture. Oui. Par exemple, une fleur qui s'ouvre. Mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça chez Jung dans son texte sur le lotus d'or. La fleur de lotus. Oui, l'ancien texte chinois. Voilà. Et il dit finalement, quand une fleur s'ouvre, elle s'ouvre sur rien. Il n'y a rien dedans. Mais elle s'ouvre. Et c'est dans l'ouverture que le miracle se produit. Mais il n'y a rien. C'est pas comme si tu ouvres une boîte avec un cadeau à l'intérieur. Là, tu ouvres la boîte, il n'y a rien dedans. Mais le seul fait de s'ouvrir, c'est déjà un cadeau, car c'est un peu l'idée que Jung développe quand il dit que les vraies rencontres se font dans le désert. Lorsqu'il n'y a pas d'objet au milieu, qu'il n'y a pas d'attente, qu'il n'y a pas de peur, qu'il n'y a pas de mur, etc. Et que l'on est... voilà. Et puis comme je l'ai souvent pensé, quand on rencontre quelqu'un dans le désert, on ne risque pas de le rater. Hein. La fleur s'ouvre et il y a de rien dans l'intérieur. Ça veut dire que nous sommes toujours enfermés parce que nous essayons de cacher le rien ontologique qui se trouve dans nous-mêmes. Et je pense à la vacuité, à le vide, qui le concept si peu compréhensible par nous dans toutes les traditions d'Orient. Si peu compréhensible, surtout dans notre société actuelle, qui est une société du plein. Pas du vide, du plein. Mais quand même, le vide est toujours une sorte de plein. Je comprends pas, dans la physique quantique, on dit ça. Oui, en fait, c'est une expérience intérieure. Par exemple, je disais ça à mes enfants quand ils étaient préadolescents, qui me disaient, je me rappelle ma fille qui me disait « Oh papa, je m'ennuie ». Et je lui disais « Quelle chance tu as !» Aujourd'hui, plus personne ne s'ennuie. Dès qu'on s'ennuie, on va faire un jeu vidéo, on va faire quelque chose. Alors, elle n'était pas très convaincue de mon argument qu'elle avait de la chance de s'ennuyer. Mais aujourd'hui, quand on en reparle, elle me dit « Oui, je comprends maintenant ce que tu voulais dire ». Parce que c'est vraiment l'occasion de méditer, de rentrer en soi, de laisser un petit peu, de découvrir un peu qui on est. Oui, les smartphones, les devices, maintenant, sont des murs qui cachent notre profondeur, en fait. Nous avons besoin d'être stimulés. Qui nous empêchent d'accéder à la beauté du vide. La beauté du vide. La fleur du vide. C'est ça, la fleur du vide. Quand une fleur s'ouvre, c'est que des parfums. Le parfum, c'est quoi le parfum? C'est l'essence des choses. Et en plus, les conditions pour qu'une fleur s'ouvre, le soleil, de l'eau, tous les éléments qui travaillent ensemble. Peut-être que la plupart de nous n'avons pas la chance des bonnes conditions pour nous ouvrir vers la création. Peut-être la fleur ouverte et l'homme créatif. Ouvert à l'inspiration, par exemple. C'est un mode d'accès aussi aux archétypes, hein, de se mettre en attitude telle qu'on développe son intuition, ses perceptions aussi. Hein. La dernière fois, tu as dit que la souffrance est équivalente à la manque du côté créatif. C'est ça, c'est que, effectivement, que toute souffrance est de la créativité bloquée. Et que chaque fois qu'on a l'occasion de libérer un peu notre créativité, on est dans un processus d'auto-guérison. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des artistes, tous des créateurs, mais on a tous la possibilité d'interagir avec notre monde et de manifester notre pensée de manière concrète, de manière matérielle. Oui, alors le mat, nous avons d'autres cartes. Oui, alors il y a deux cartes qui sont intéressantes au niveau du mur, justement, dans le tarot, si on revient sur cette symbolique du mur. C'est le soleil
dans lequel on voit parfaitement bien le mur. Hein, là, il est visible derrière ces deux petits personnages qui sont Romulus et Rémus, hein, qui sont en train de construire la cité de Rome. Et donc, ce n'est pas un mur pour diviser, ce n'est pas un mur pour séparer, c'est un mur pour unifier, pour construire, bâtir, voilà. Et alors, il y a une autre carte que j'aime beaucoup dans le tarot, c'est la Lune. Et alors, il n'y a pas vraiment de mur visible, c'est un mur plutôt invisible, un mur plutôt dans l'inconscient. D'ailleurs, c'est une image, la Lune, hein, ça correspond bien à toute notre représentation du monde de l'âme, du monde de l'inconscient. Et cette image, dans les anciens livres de géographie, avant le XVe siècle, avant que les Américains découvrent Christophe Colomb, excusez-moi de le dire de cette façon-là, eh bien, c'était un peu les limites du monde connu, on ne savait pas. Et donc, quand on travaille la Lune avec le tarot, eh bien, on travaille justement cette aptitude, bon, c'est un processus thérapeutique, hein, cette aptitude de l'homme à développer sa perception des mondes invisibles, des mondes subtils. Ce n'est pas la voyance, la voyance ne m'intéresse pas, mais c'est la vision, quoi. C'est développer sa capacité à avoir une vision. Il faudrait que j'en parle avec les hommes politiques d'ailleurs. J'aime beaucoup. Alors, les Américains ont découvert Christopher. Oui, ce n'était pas une bonne nouvelle. Hein. Oui. Je pensais Pour eux. Le visage du bon sauvage. Le bon sauvage, le mauvais sauvage. Et il faut avoir gardé notre sauvage. Notre sauvagerie intérieure. Oui, oui. C'est ce qui nous donne notre force de vie. L'énergie. Oui. Malheureusement, nous essayons de civiliser et d'arriver au bon sauvage qui, en fait, c'est une figure de la mort, un petit peu, du mort-vivant, l'homme sans énergie, déconnecté de ses racines. C'est ça, déconnecté de sa source vive, de sa force vive. Cher Georges, permettez-moi de t'offrir un livre qui s'appelle Dépendant de l'esprit, maison d'édition pour toi, for you. Et je trouve que ça a à voir avec toute notre discussion. Merci en roumain, mais je sais que tu connais déjà beaucoup de roumain et de la langue roumaine. Mulțumesc. Intéressant. Nous reste seulement quelques minutes pour le parchemin interdit. Le parchemin interdit, oui. C'est le premier roman que j'ai écrit. Bon, j'écrivais plutôt des livres philosophiques ou des thèses sur le monde des symboles et sur le monde du tarot en général. Tu as écrit beaucoup déjà, Oui. tu es un auteur très connu. Voilà. Et donc là, c'est un rêve que j'avais depuis longtemps, c'était écrire un roman. Donc c'est un roman initiatique qui se passe au XIIIe siècle, dans plusieurs... 13e siècle. Oui. Pas par hasard que tu as choisi. En tout cas, c'est une période qui m'a appelé, hein, une période sur laquelle on n'a pas beaucoup de documents historiques, il a fallu faire beaucoup de recherches. Et donc, c'est l'histoire d'un enfant, d'une mère indienne et d'un père arabe. C'était pas très courant à l'époque. Ça surprenait un petit peu les gens qui le rencontraient. Mais ce qui le surprenait surtout, c'est que cet enfant, quand il est venu au monde, il était tatoué du cou jusqu'au pied. Un tatouage qui évoluait au fil de sa vie. Et donc, il a passé toute son existence à se cacher, quoi. Parce que l'Inquisition veut le persécuter, parce que c'est comme un enfant du diable. Hein. Les empailleurs veulent prendre sa peau parce que ça peut se vendre très cher. Enfin, donc, il est poursuivi, persécuté. Et lui, il a une quête. Cette quête, c'est de retrouver un parchemin réalisé par son père, qu'il n'a pas connu, parce que son père est mort avant sa naissance. Et donc il part
faire un voyage dans le monde. Il va en Espagne, il va au Maroc, il va en Italie, il rencontre François d'Assise. Et François d'Assise va lui permettre aussi une grande initiation. Puis il va aller à Paris où il va rencontrer saint Thomas d'Aquin, puis Albert le Grand. Donc il y a des rencontres comme ça avec des personnages historiques qui seront sur son chemin des sortes de points d'évolution pour sa propre transformation. Et pendant ce temps, ses tatouages changent, puis il rencontre l'amour, bien évidemment. Et voilà, donc le roman d'un homme passionné à la quête d'un secret, avec beaucoup de sensualité, d'amour, de vieille sagesse, parce qu'il retrouve des documents qui dataient de plus de 1000 ans, qui avaient été brûlés dans la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple. Enfin, il rencontre des magiciens, et c'est une grande aventure, une grande épopée où ce jeune homme part à la recherche d'une connaissance cachée et peu à peu découvre que toute cette connaissance, il la porte en lui. Alors il apporte en lui, bien sûr, peut-être ses tatouages, et c'est là où il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est qu'au moment où il approche de la connaissance, il faudrait que je trouve un éditeur en roumain pour publier ce livre, finalement. Ok, il faut finir maintenant. Merci encore, Georges Colley, pour être ici. À la prochaine. Merci. Merci, Mattei.